quelques rappels très rapides sur la COP21. On s'approche, hein, c'est dans une dizaine de jours. Et puis ensuite, le sujet lui-même, c'est-à-dire des rapports entre population et climat, d'une certaine manière, comme tu viens de le faire, d'une autre manière, en démontrant presque la même chose, mais avec d'autres arguments. Alors, comme vous le savez, en principe, la France, qui essaie toujours de faire l'intéressante, d'ailleurs elle a raison là, a pris une méthode pour discuter à la COP21 qui est assez différente de ce qui s'était passé en 92 à Rio pour ce qu'on a appelé la Convention climatique, hein, voilà quand même maintenant 23 ans, et puis même au protocole de Kyoto, qui était une méthode qu'on appelait à l'époque, on peut dire top-down en français, c'est-à-dire où un accord général était longuement préparé depuis les ambassadeurs, les techniciens et autres représentants de chaque pays, et au moment de la COP, il était proposé aux États membres, aux 195 pays, enfin à l'époque il n'y avait pas 195 parce que, je ne sais pas, en 92 il y avait peut-être 120 pays à l'ONU, il s'en crée beaucoup de pays, bon, peu importe. Et donc c'était une méthode où l'accord était déjà un peu prescriptif, éventuellement contraignant, comme ça a été pour le protocole de Kyoto. Ça n'a pas bien marché, on l'a vu avec l'échec de Copenhague. Alors du coup, la France a dit, bon, ben, on va demander à chaque pays, chaque État membre, chaque parti, puisque c'est la conférence des partis, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans les années qui viennent, au moins jusqu'en 2030. Et donc, chacun des pays a envoyé, ben voilà ce que je veux faire pendant les 15 ans qui viennent. Alors tout le monde n'a pas encore envoyé sa copie, il en manque encore quelques-uns, notamment les plus gros émetteurs per capita, comme l'Arabie Saoudite. Ça m'étonnerait évidemment, vu la politique actuelle de l'Arabie Saoudite, qu'ils disent, eh bien, on va fortement diminuer nos émissions. Bon, j'en dirai pas plus sur l'Arabie Saoudite, mais c'est un pays très très problématique, comme vous le savez, dans beaucoup de domaines. Alors, est-ce que cette méthode va marcher? On ne peut pas l'appeler tout à fait bottom-up, c'est-à-dire en partant de la base, ça part de chaque pays, mais en tout cas, au vu des copies qu'on a déjà, même Laurent Fabius disait encore ce matin, eh bien, on est plutôt sur la pente des 3 degrés de plus de température moyenne à la fin du siècle que sur la pente des 2 degrés qui serait pour éventuellement limiter la casse, encore que 2 degrés, c'est déjà beaucoup. Donc, les contributions nationales volontaires ne sont pas très favorables à ce qu'il y ait un infléchissement vraiment fort des émissions de gaz à effet de serre de chaque pays et du coup, par addition, du monde entier. Or, ce qui compte, évidemment, c'est le monde entier. Hein. Le taux de CO2 est pratiquement le même ici dans cette salle ou en Tasmanie, en Australie, où vous voulez, hein, ou au pôle Nord. Presque le même. On a peut-être un ppm de moins de plus, mais ça n'importe peu pour le... C'est vraiment un problème global au sens planétaire du terme. Alors, est-ce que, ça c'est le deuxième problème, est-ce qu'il y aura un accord? Il y aura sans doute un accord qui peut être une déclaration politique, comme ça l'était à Copenhague. Oui, on jure qu'on va faire les efforts. Les déclarations politiques, ça ne vaut pas grand-chose. Ce qui vaut, c'est le droit, notamment le droit français, européen ou international. Et est-ce que donc cet accord éventuel serait ou sera juridiquement contraignant? Le mot est très clair en anglais, legally binding, comme on dit dans les réunions onusiennes. Eh bien, ça n'est pas sûr du tout, puisque, bien sûr, François Hollande dit, mais si, ça doit être juridiquement contraignant, et John Kerry lui a répondu la semaine dernière, non, il n'est pas question que ça soit juridiquement contraignant, donc ça sera des déclarations d'intention, de la parole politique. D'autant plus que, comme vous le savez, les États-Unis et la Chine, l'an dernier, il y a déjà un an, ont fait une sorte d'accord des plus gros émetteurs, donc on pourrait s'en féliciter, sauf que la Chine a dit, bah, nous, de toute façon, on va continuer à émettre de plus en plus jusqu'en 2030. Ça m'étonnerait que le président Xi, qui vient de venir, ainsi qu'Obama et tout ça, dise, oh non, finalement, j'ai réfléchi, M. Hollande m'a convaincu qu'il fallait baisser dès 2016. Hein. Ça serait très étonnant. Donc, on a une certaine inquiétude sur le résultat, à la fois en termes d'objectifs et en termes, disons, d'obligations, pas simplement politiques, parce que les obligations politiques, ça n'en est pas, mais d'obligations juridiques, avec une sorte, disons, de conseil de surveillance à l'échelle mondiale, comme c'était du temps du protocole de Kyoto. Il y avait un conseil de surveillance. Bien sûr, il n'y avait pas ni les pays de ce qu'on appelait l'annexe B à l'époque, là, les pays du Sud, disons, ni les États-Unis qui avaient dit, nous, on ne ratifie pas, non, on ne veut pas être pris par un tribunal international. Bon, ben, si on ne fait pas ça, on va continuer à augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et encore une fois, c'est évidemment
je vous passe les scénarios et le détail, tout à fait problématique. Alors, certaines ONG proposent évidemment des bonnes orientations pour essayer d'aller plus loin que cet éventuel accord qui aura lieu dans 3 semaines, et disent, eh bien, il faut par exemple sortir des énergies fossiles d'ici 2050. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2050, on dit il n'y a plus de combustion d'énergie fossile nulle part dans le monde. D'abord le charbon, parce qu'il paraît que c'est le plus polluant, ce qui est vrai, mais enfin, bon, il faut voir le pouvoir calorifique. Entre une tonne de charbon et une tonne de pétrole, c'est pas du tout le même. Et en plus, ça dépend du charbon. Le lignite, c'est pas la même chose que le coke, il n'est pas la même chose que l'anthracite, par exemple. Il y a des différences de 1 à 4, hein. Donc c'est des ordres de grandeur quand même assez forts. Bon. Alors d'accord, d'ailleurs les ONG disent qu'il faut laisser par exemple sous terre une partie des énergies fossiles qu'on pourrait extraire, mais non à l'extraction. Bon, c'est très bon. Et il faut évidemment s'appuyer sur une base sociale ou politique ou économique qui n'existe pas, mais c'est une bonne orientation. Il faudrait également la garantie d'un soutien financier, ce qu'on appelle le fonds vert, hein, le fonds vert, bon, qui devrait être à l'horizon 2020 de 100 milliards de dollars par an, pour que les pays les plus fragiles, les plus vulnérables au changement climatique, au dérèglement climatique, puissent s'adapter. Hein, il y a des pays qui ne seront peut-être plus existants, d'ailleurs, comme on le voit pour Tuvalu, pour ou certaines îles. Hein, Tuvalu, ça c'est presque sûr. Les Maldives, c'est pareil. Hein. Ils ont d'ailleurs fait des conseils de ministres sous l'eau avec des bouteilles, parce que comme ils sont à 50 cm du niveau de la mer va monter, de toute façon, ils n'existeront plus. Alors ils vont peut-être aller aux Fidji, enfin pour tout valer, en tout cas. Mais bon, bref, il y a des vrais problèmes. Et puis, il y a aussi un mécanisme, espèrent les ONG, de révision en continu de l'éventuel accord de Paris dans 15 jours, de telle manière que les engagements des pays, en fait, soient revus plus fermement en 2017, puis en 2020, puis en 2022, 2025, etc. Voilà un peu ce que disent les ONG. Moi, je serais évidemment un petit peu plus pessimiste, mais on ne doit pas faire trop de sentiments. Il faut regarder ce qui va vraiment se passer. Enfin, je ne vois pas qu'il y ait un grand succès possible. Bon, alors, maintenant passons au cœur de notre débat population et climat. Alors, je vous annonce ma conviction, on peut dire axiomatique, initiale, c'est que, en effet, une diminution de la population mondiale, on va voir laquelle, notamment dans les pays riches, j'insiste plus moi sur les pays riches que peut-être sur l'Afrique, eh bien, peut faciliter la solution des problèmes écologiques, notamment le dérèglement climatique. Alors, cette affirmation que, en effet, le facteur démographique est un vrai facteur, elle est partagée par pratiquement personne. Comme vous le savez, ces problèmes sont non seulement tabous en tant que débat public ou en tant que conviction des décideurs économiques et politiques, mais en plus, ils n'y croient pas. Non seulement on n'en parle pas, mais quand on les interroge, ils disent mais non. Et je veux dire, à droite comme à gauche, c'est à peu près aussi partagé. Alors la plupart donc négligent complètement la question démographique, même les écologistes et les activistes pour la justice climatique disent non mais le problème c'est pas la population, le problème c'est le productivisme, c'est le capitalisme, c'est ça qu'il faut évidemment combattre d'abord. Puis moi j'ai tendance à répondre évidemment, c'est pas exclusif. Je ne dis pas que la seule solution unique, il n'y a pas de solution unique, soit de diminuer, d'ailleurs par quels moyens, assez rapidement, parce que ça chauffe, c'est le cas de le dire, la population mondiale. Je dis que c'est un des facteurs parmi d'autres, et donc il faut en tenir compte et éventuellement avoir des politiques mondiales, publiques ou régionales, européennes ou françaises, pour ce faire. Même si, évidemment, il y a tous les impacts de l'humanité, eh bien, c'est il faudrait arrêter la combustion des combustibles fossiles, il faudrait voir ce qu'il en est en effet, comme tu l'as dit, de l'extinction des espèces, l'épuisement des ressources non renouvelables, enfin tout ça, il faut une nouvelle éthique, et il faut essayer d'aller vers un monde équitable, c'est-à-dire où les gens, on dit du Sud, hein, je l'exprime rapidement, et soient comparables au point de vue, disons, bonheur de vivre avec ce qu'on a au Nord, et c'est pas avec le standard de vie qu'on a au Nord qu'on y arrivera pour les gens du Sud. C'est absolument impossible que le mode de vie, disons, des Européens et des Américains soit exportable à l'ensemble de la population. C'est impossible, pas pour des raisons de volonté politique. Ils le veulent même eux, la plupart. On voit bien les Chinois, les Brésiliens, ouais, on est émergents. Alors quand on dit vous êtes émergents aux Chinois, ils rigolent bien. Hein.
parce que leur civilisation est quand même un petit peu plus âgée que la nôtre, enfin bon. Mais ils voudraient bien quand même avoir des bagnoles, hein, et puis des avions, et des machines à laver, Or, per capita, parce que c'est toujours comme ça, on doit réfléchir en morale politique, sinon on est un affreux cynique, per capita, les Chinois, malgré le fait que ce soit le plus gros émetteur en tant que pays, quand même émettent per capita beaucoup moins que nous, parce qu'ils ont beaucoup moins d'avions, de voitures, d'écrans plats et d'ordinateurs, hein, et que jamais, je dis bien jamais, ils en auront autant que nous en France en 2015. Jamais, ça n'arrivera pas. Ni pour les Chinois, ni pour évidemment l'Inde, ni pour l'Afrique, ni pour l'Amérique du Sud. Pas pour les raisons de volonté, ils veulent, il y a une espèce de mimétisme, parce que c'est les lumières de l'Occident, et puis quand même, c'est ce confort matériel, cette surconsommation, c'est formidable, mais tout simplement qu'il n'y a pas, la Terre est finie. Il n'y a pas assez de matière, il n'y a pas assez de métal, il n'y a pas assez de pétrole, il n'y a pas assez de néodyme, il n'y a pas assez de lithium pour satisfaire tous ces besoins. C'est absolument impossible, pour des raisons matérialistes. Pas pour des raisons de volonté, mais la volonté ne fait pas l'histoire. Bien souvent, c'est la nécessité, comme le sait Fidel Castro au moment de la chute de l'URSS en 91. Où ils sont passés quand même d'une agriculture ultra-productiviste à la soviétique, à les Sovkhoz, avec les meilleurs tracteurs du monde, des tracteurs soviétiques. Maintenant, c'est des agro-bio à Cuba. Ils n'ont pas choisi, c'est pas Fidel qui est devenu écolo. C'est simplement qu'ils n'ont plus, en quelques mois, ils n'ont plus ni tracteur, ni pétrole, ni quoi que ce soit. En plus, il y avait le blocus américain. Donc ils ont dit la seule manière de survivre, c'est faire agro-bio. C'est souvent la nécessité et non pas la volonté politique qui fait l'histoire. Bon, c'est un autre problème. Alors, maintenant, je vais essayer de voir deux choses, parce que je ne veux pas être trop long. D'une part, moi je suis néo-malthusien. Qu'est-ce que ça veut dire, néo-malthusien? Oui. Eh bien, comme je viens de le dire, les activistes climatiques, dont je fais partie, hein, il y a la coalition Climat 21, là, bon, est très déçu de ne pas pouvoir faire la grande manif du 29, enfin il y aura quand même des initiatives, je suis avec mon association là-dedans, bon, ils mettent plutôt l'accent sur les inégalités sociales, d'ailleurs c'est justice climatique, etc., en termes de consommation par habitant. Bien sûr, il faut qu'il y ait, encore une fois, une convergence entre les pays du Sud et les pays du Nord, entre les riches et les pauvres, si vous voulez, pour aller vite. Mais, par exemple, il y a même, je crois qu'ils oublient des choses, quoi. Ils devraient se pencher aussi sur la question démographique, et même pour les plus marxistes d'entre eux, même notre ami Friedrich Engels, que certains d'entre vous connaissent, avait dit ceci, c'est qu'une partie du croissancisme démographique qui est poussé par les États, notamment en France, on va en parler si vous voulez, est dû au fait que le capitalisme veut de la main-d'œuvre bon marché. Donc plus, évidemment, il y a de naissances et de personnes, dans un pays ou dans un continent comme l'Europe, et plus vous pouvez jouer, évidemment, pour avoir des salaires un peu plus bas. Au contraire, dans des pays où des aires géographiques, où il y a moins de monde, où il y a, disons, une diminution de la population, eh bien, évidemment, ça ne va pas très bien pour le capitalisme. C'est la même chose, bien sûr, alors si je ne vais pas trop en parler, mais pour ce qui concerne les militaristes. Les militaristes ont toujours pensé qu'un pays qui est fort, c'est un pays qui a beaucoup de jeunes, et avec un taux de natalité, un taux de fécondité, en effet, fertilité d'ailleurs, la fertilité qui compte, eh bien assez fort, parce que, par exemple, depuis la guerre de 70, je parle de la guerre de 1870, il faut prendre notre revanche avec ces salauds de bottes qui nous ont eus, donc il faut préparer la prochaine et faire de la chair à canon. Donc il y a des raisons assez profondes pour la cause, par exemple, des allocations familiales en France, qui est une politique nataliste. C'est des raisons vraiment à la fois économiques, il faut de la main-d'œuvre bon marché pour le capitalisme, et des raisons militaristes. Un pays fort, c'est un pays qui a beaucoup de jeunes, beaucoup de conscrits et une armée. Donc ce n'est pas simplement des questions anecdotiques, hein. Et c'est pas comme le croit une partie de nos couples, une liberté individuelle qui est donnée à chacun. Ah ben c'est quand même ma liberté, et vous alors les néo-malthusiens, quand même vous êtes liberticides parce que vous voulez faire comme en Chine la politique de l'enfant unique, c'est ça? C'est l'écofascisme? Non, je ne suis pas du tout ça. Je dis qu'il faut évidemment que ça soit quelque chose. Il ne s'agit pas de dire on va faire un contrôle central de la démographie. Il s'agit quand même de faire, d'une part, une neutralité de l'État par rapport à l'incitation nataliste, et en France il n'est pas neutre du tout, et d'autre part, qu'il y ait des politiques d'information, enfin on en parlera peut-être, que vous connaissez bien, je regarde mon ami Bidou là qui vient de Grasse, bon, ben, des politiques qui sont basées sur disons, la maîtrise, notamment par les femmes, à la fois de leur alphabétisation et de leur corps. Hein. Et donc,
quand on fait ça, eh bien, on a toutes les chances, éventuellement, de pouvoir convaincre une partie des couples qu'il vaut mieux avoir un ou deux enfants plutôt que trois ou quatre. Alors, les néo-malthusiens, donc, eh bien, dans une perspective un peu, moi je dirais, écoféministe, un petit peu comme disait mon ami Françoise de Gaulle en 1974. Alors, j'avais sorti un jour, c'était en 2008 ou 2009, je ne sais pas très bien, ce que les féministes, justement, du début du siècle dernier disaient, la grève des ventres. Alors, c'était en 2008 ou 2009, j'étais, moi, pour ce que j'appelais la grève du troisième ventre européen. Il s'agissait que dans l'Union européenne, ils ont 500 millions d'habitants, eh bien, on incite les couples à ne pas avoir plus de 2 enfants, éventuellement un. Par exemple, par une mesure extrêmement intéressante, qui est d'inverser l'échelle des allocations familiales. Alors, vous pourriez avoir un peu d'aide pour le premier enfant, actuellement, il n'y en a pas. Mais, au contraire, plus vous avez d'enfants, plus vous êtes aidé à eux. Donc, on inverse l'échelle. Alors là, alors, c'est évidemment, on atteint le point Goldwyn très rapidement. En gros, c'était non seulement malthusien, non pas néo-malthusien, c'est néo-malthusien. Pas malthusien, bon, c'était un grand économiste, mais il s'est beaucoup trompé. Mais peu importe. Mais il y a aussi néo-malthusien, ça veut dire écoféministe, de pouvoir avoir, disons, un contrôle de la part des couples, et notamment des femmes, sur leur fécondité. Eh bien, évidemment, donc, ce seraient des décisions volontaires des couples, mais qui seraient des décisions informées, c'est-à-dire qui soient à la fois écologistes, pour ne pas augmenter notre empreinte écologique d'Européens, qui est bien supérieure à celle des Africains, mais aussi, d'une certaine manière, anticapitaliste et antimilitariste. Donc c'est quelque chose d'ultra-politique, la démographie, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas, ah ben, mon âme et conscience, je ne sais pas s'il doit avoir un enfant, 2, 3, 4 ou 5. Non, c'est pas, ça échappe un petit peu. Alors je termine, pour ne pas être trop long, mais on va regarder les histoires de climat et terminer le raisonnement pourquoi la démographie est un facteur pertinent dans la lutte contre le dérèglement climatique. Je vais reprendre un petit chiffre, mais rapidement, en arrondissant. Disons qu'un États-Unien moyen émet à peu près 16 tonnes de CO2 par an. Bon, je crois que c'était 17 que tu as mis, ça fluctue. Un Européen ou un Chinois moyen, c'est à peu près 8 tonnes de CO2 par an. Je prends les grosses masses, ce qui compte, c'est les grosses masses. Ce n'est pas les anecdotes à la virgule près. Et un Africain subsaharien, comme tu le disais, c'est moins d'une tonne de CO2 par habitant et par an. Alors, supposons que la COP21, on va faire un raisonnement par l'absurde, d'une certaine manière. Mais ça vaut beaucoup, au moins pour les gens qui sont mathématiciens, mais pour les autres aussi. Supposons que par un succès extraordinaire de la COP21, en 15 jours, il y a à la fois une solidarité de justice internationale pour une redistribution des richesses entre le Nord et le Sud, d'une part. Et que d'autre part, on ait un objectif contraignant en 2050. Les États-Unis vont diviser par 3 per capita leur émission de gaz à effet de serre, et les Chinois et les Européens vont diviser par 2. Donc on va passer les États-Unis, par exemple, le 18 actuellement, voilà, ça sera à peu près 6, et puis nous, on va passer de 8 à 4, supposons. Rien que ça, avec une redistribution des richesses. Et alors qu'au contraire, par exemple, les Africains, eh bien, eux qui sont à moins de 1 tonne de CO2 par habitant et par an, ils atteindraient 4 ou 5, puisque l'idée c'est de la convergence, de telle manière que chaque habitant, chaque terrien de 2050 est, à quelques fluctuations près, à peu près 5 tonnes de CO2 par habitant et par an. 5 tonnes, c'est déjà beaucoup pour le changement climatique. Alors, si on est 9 milliards, hypothèse moyenne, même moyenne basse, 9 fois 5, 45, 5 tonnes multipliées par 9 milliards, ça fait 45 milliards de tonnes de CO2 globalement, non pas par personne maintenant, mais par an, 45 milliards. C'est-à-dire 30% de plus qu'aujourd'hui, en 2050. Et le GIEC ne cesse de nous dire que si on ne diminue pas dans les années qui viennent, en 2018, en 2020, dans les 5 ans qui viennent, alors là, on ne va pas vers les 2 degrés ou même les 3, on va vers... Alors, le 45 milliards, puisque c'est en cumulé qu'il voit les choses, 45 milliards de tonnes de CO2 par an, en global, on va vers le scénario le plus haut des hypothèses du GIEC. C'est-à-dire c'est au-delà de 4 degrés en 2100. Une Terre pratiquement inhabitable dans des conditions civilisées par les humains. Donc on voit bien que les gens qui poussent, même s'il y a encore une fois une diminution des pays riches qui divisent par 2 ou par 3 leurs émissions, qui baissent un peu le nombre de bagnoles, le nombre de combustions, etc. Et que les autres ont un petit peu droit quand même à brûler un petit peu de quelque chose, et qu'il y a une convergence assez basse. Même avec ça, ça ne suffit pas.
ça ne suffit pas. Ça veut dire que le facteur démographique en tant que tel est un facteur pertinent pour faire baisser. Parce que si vous multipliez les 5 tonnes de CO2 en moyenne par habitant, non plus par 9 milliards, mais par moins de 3, comme c'était quand je suis né. Tu as raison. Quand je suis né, on était 2,5 milliards. Bon. Et c'est pas vivable, hein, au contraire. Mais si vous ne multipliez pas par 9, mais par même 3 milliards, 3 fois 5, 15, là vous êtes à 15 milliards global de tonnes de CO2. Et non pas à 35 comme maintenant, ou 45 en 2050, si on est 9 milliards. Donc le facteur démographique est au contraire extrêmement pertinent pour pouvoir, avec les autres, avec la diminution ici dans le Nord, dans les pays de l'OCDE, et avec une petite augmentation pour certains pays du Sud. Mais c'est un facteur à la fois de justice sociale, donc c'est un facteur moral, et en même temps un facteur écologique tout à fait pertinent. Et je pense que donc si on veut un monde équitable, il faut dire comme ça. Au contraire, ceux qui disent, bah non, non, ça ne sert à rien de discuter de démographie, c'est pas un facteur pertinent. Ça veut dire qu'ils sont pour un monde inéquitable, ils ne veulent pas baisser la surconsommation des riches, et ils ne veulent pas augmenter un peu la consommation des pauvres. Donc, il y a quand même un certain discours de ceux qui ne veulent prendre en compte que la technique, même la géo-ingénierie ou autre technologie de folie, et qui veulent prendre en compte que ça, et non pas le facteur démographique. Je pense que, alors il ne faut pas exagérer les mots, bien entendu, mais il y a un côté écocidaire, voire suicidaire, à ne pas prendre en compte le facteur démographique dans les facteurs pertinents pour sauver la Terre et l'humanité.